Hola, hola a todo el mundo. Ahora, el momento tanto esperado. Qu'est-ce qu'on déguste? Bonjour. Bravo, on peut l'applaudir parce que c'est Manon Sanchou qui est à la manœuvre. Manon Sanchou de Les Chansons 82 qui proposera le 14 novembre à la salle Jean Moulin une sélection des vins que vous pourrez déguster lors des régalades. C'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Édition spéciale régalade de Castelsarrasin avec beaucoup de monde dans le studio. Il y a sur ma gauche, juste à côté de Georges Bonfils, Valentin Jacquet. Bonjour Valentin. Bonjour Rémi. Du service culturel de la ville de Castelsarrasin, cheville ouvrière donc de cet événement qui se produit à Castelsarrasin, je crois pour la 3e fois. Juste en face de Sophie et de Hervé, nous avons Mathieu, pardon, parce qu'ils sont deux à la boucherie charcuterie de Castelsarrasin. C'est Anthony et Mathieu, et c'est Mathieu qui est venu nous présenter la boucherie Garrigue qui proposera notamment des planchas, et donc vous êtes venus nous les faire déguster en avant-première. Merci d'être là. Merci à vous. Il y a juste sur votre gauche donc Tom, pas du tout, je vais y arriver, Ant non plus, Sylvain Ducos, pardon. Tout à fait, bonjour Rémi. Membre de la brigade du goût du restaurant Le Calot. Le Calos, comment on dit? Non, Le Calot, oui. C'est Ducos, Le Calot. On va y arriver. Vous nous direz pourquoi le restaurant s'appelle Le Calot, restaurant situé à Casemont-Denard, dans le Tarn-et-Garonne. Tout à fait. Et vous participez en tant que membre de la brigade du goût à ces régalades. C'est bel événement, oui. Sur votre gauche, il y a donc, j'ai tout mis dans le désordre, mais c'est Thomas Miclou du VNB de Caussade. Salut. Vous avez fait une cuvée spéciale pour l'occasion, hein, c'est ça? Oui, comme l'année dernière, là, on a refait une cuvée, alors 2 cuvées sur une blanche et une IPA pour les régalades. Bon, ben vous nous présenterez ça. Et puis, on l'a entendu en ouverture, Manon, ravi de t'accueillir à nouveau, surtout que tu as poussé la porte avec les pieds, donc je suis content. Bonjour Rémi, bonjour à tous. Qu'est-ce que tu vas nous faire déguster aujourd'hui? Là, c'est un des domaines que je vais proposer aux régalades, c'est le domaine de Termes, donc sur Haut-Villard. D'accord. Bon, Georges, une chronique sur le jazz? Oh, chronique sur le jazz avec toujours des histoires qui tournent autour des musiciens. Là, aujourd'hui, j'ai choisi, bon, c'est pas tout à fait du jazz, c'est du rhythm and blues, mais il s'agit d'Otis Redding. D'accord. Sophie, une chronique sur le monde... L'alimentation, on va dire. La grille et la lime. La grille et la lime. Et puis une surprise, Hervé? Oui, Hervé de retour. Moi, c'est donc une chronique sur la régalade, et plutôt boire à la régalade. Ok, ça marche. Eh ben, ça démarre comme ça, en musique, avec un artiste qui sera programmé ce vendredi soir au Rio Grande à Montauban. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un concert de rock.
c'est le casque. Et voilà, donc ça c'est Kokomo, Monsieur Dame, en concert à Eurythmy, un des concerts organisés par le Rio Grande, avec le groupe Twin Soul en première partie. Qu'est-ce qu'on déguste spécial régalade? Castel Sarrazin fait sa 3e session de régalade. C'est le 14 novembre prochain. Le rendez-vous des gourmands, c'est en partenariat avec la Frappe, l'agence Frappe, voilà, c'est ça. Et puis avec, alors il y a beaucoup de partenaires, et notamment la brigade du goût, la brigade des restaurateurs du Tarn-et-Garonne, raison pour laquelle nous avons avec nous aussi ici aujourd'hui Sylvain Ducos du restaurant Callot. Merci d'être là. Avec plaisir. Avant de vous donner la parole, je la donne à Manon Sanchou et Chanson 82 parce qu'on a débouché une première bouteille. Tu nous parles de ce premier vin? Donc c'est le domaine de Terme, donc Lucas Froment. On est sur les terres de Brullois, donc à Haut-Villard, et là on est sur un 100% colombard. Donc c'est un vin qui est sec, mais avec un côté très floral et fruité. Donc il pourra être parfait pour l'apéritif ou après pour les planches de charcuterie ou de fromage. On a une belle longueur en bouche et c'est vraiment un vin à découvrir et un cépage surtout à redécouvrir, qui est plutôt fait en Côte de Gascogne. Et là, on est vraiment sur un vin de grande qualité que je vous laisserai découvrir. Est-ce que tu as fait un choix particulier, une thématique particulière pour ces régalades? Alors là, oui, pour pouvoir aller avec le plus de mets possible. Donc là, il y aura le blanc sec, celui-ci. Il y aura également le vin blanc doux, parce qu'on a des amateurs. Le rouge, qui est sur le fruit, donc on pourra prendre autant sur l'apéritif qu'en mangeant. Et la petite nouveauté, ça sera le domaine Barreau. Donc je vais mettre une bulle cette année, parce que j'avais eu des demandes l'année dernière pour l'apéritif ou le repas. Donc là, on sera sur un gaillac méthode ancestrale. Donc en termes de bulles, on est à peu près comme du champagne, mais un petit peu plus léger. Et ça permettra de faire du local et le côté festif en plus. Ok, ben je reviens vers toi dans un moment. Tu nous rappelleras ce que c'est qu'est Chanson 82, ta petite entreprise Castel Sarrazinoise. Et je donne la parole à Valentin Jacquet du service culturel de la ville de Castel-Sarrazin. 3e édition de ces régalades. C'est un succès attendu à la salle Jean Moulin. Est-ce qu'il y a des réservations déjà pour le 14 novembre ? Non sellement il y a des réservations, mais on ne prend plus de réservations, ce qui veut pas dire que les gens ne peuvent pas venir. Il restera de la place pour toutes les personnes qui voudront venir le 14 novembre, mais on ne prend plus de réservations. On avait mis 450 places en réservation de places assises. Elles ont toutes été prises. Assez rapidement, donc oui, c'est toujours un succès. C'est la 3e édition et c'est très attendu depuis septembre. On a les coups de téléphone de gens qui demandent à réserver une place. Voilà. Donc pas d'inquiétude, on ne met plus de places assises en réservation, mais il y aura des places. Comme ça. Le concept des régalades, un after work sympa, mais ouais, avec beaucoup de monde quand même, hein, parce que la jauge elle est pas à 450, elle est plus à 800, non, il me semble. Hein. Ouais, on est à 900 en jauge, voilà. Ça fait 2 ans qu'on a à peu près 800, un petit peu plus de 800 personnes dans cette salle Jean Moulin. Le concept, on ouvre les portes à 18h. Voilà, il y a possibilité de faire un after work, sortir du travail, venir boire un verre entre collègues. Et puis, en fait, après, on est ouvert jusqu'à 1h du matin, en fait. Donc, on vient quand on veut. On vient pour boire un verre. On vient pour prendre une planche de charcuterie ou de fromage. On vient pour prendre un menu complet, juste un plat, juste un dessert. Chacun fait ce qu'il a envie dans cette soirée. Il y a de quoi se régaler. Donc, si on se fait un petit retour sur les 2 précédentes éditions, qu'est-ce qui a le plus matché, on va dire, pour les participants aux régalades de Castel-Sarrazin ? Alors, j'ai envie de dire un peu tout parce on s'est rendu compte qu'on accueille vraiment tout type de public en fait, c'est-à-dire que les gens viennent en famille, entre collègues, on a des personnes très jeunes, très âgées aussi, et voilà, tout le monde s'y retrouve, donc tout le monde fait un peu sa soirée quand il a envie, vient pour danser, vient pour manger, vient pour boire un verre, voilà, donc on n'a pas vraiment un public type, ou voilà, c'est assez accessible à tous. Ça se déroule comment la soirée ? Ouverture des portes et puis déroulement ?
Ouverture des portes à partir de 18h. Voilà, on a toute une équipe qui est là pour vous accueillir, pour vous expliquer sur place, dès votre arrivée, le concept, vous présenter les différents stands. Et puis après, sur chaque stand, chaque partenaire ici présent présente les produits qu'il a apportés avec lui. Et puis chacun déguste, choisit et déguste. Donc c'est un buffet alors? C'est-à-dire les gens se lèvent ou sont servis à table? Ouais, il n'y a pas de service à table. Chacun s'installe à une table, à un manche debout. Il y a des petits salons. Voilà, il y a plein d'endroits possibles dans la salle où s'installer. Et puis on se lève, on va se chercher sur les différents stands de ce qu'on a envie. C'est un mélange de grands repas, d'after-work, de marché gourmand. Comme dans des halles, quoi. Oui, ça reprend un peu ce principe-là. Sur les halles de la cartoucherie à Toulouse n'ont rien à envier aux régalades de Castelsarrasin. Exactement. Peut-être c'est les prémices des halles de Castelsarrasin. Qui sait. Ça pourrait être quelque chose qui se réfléchit au service culturel de la mairie, d'avoir quelque chose qui soit là plus régulièrement que seulement une fois par an, par exemple. Ça se réfléchit. Il y a des demandes. Voilà, on y réfléchit. C'est pas toujours simple à mettre en place parce qu'il faut aussi que les différents partenaires aient la dispo et voilà, c'est pas une petite organisation que ces régalades. Oui, j'imagine. C'est un gros boulot, mais ça se réfléchit, surtout qu'il y a de la demande, quoi. Il y avait déjà un événement similaire à Castelsarrasin ou vous êtes parti d'une page blanche? On est parti d'une page complètement différente. En fait, on est parti d'un constat sur un ancien événement qui s'appelait le repas du terroir et du vin nouveau, qui était vraiment un repas très classique, traiteur, avec l'entrée, la soupe, enfin voilà, tout, la totale, et un orchestre, etc. Repas assis, service à table. Et puis, qui est devenu un peu désuet. On le constate parce qu'on a eu des grosses baisses de fréquentation, de moins en moins de personnes se retrouvaient dans cette formule. Et à partir de là, on s'est dit, soit on arrête, soit on réfléchit à quelque chose de complètement nouveau, en gardant quand même à l'esprit qu'on met en avant les produits du terroir, les savoir-faire autour des métiers de bouche. Voilà, on garde la qualité et le terroir, le local, le produit de saison. Mais on rajeunit le concept. On rajeunit le concept pour l'ouvrir à tous, mais sans exclure non plus les gens qui étaient présents à ce repas du terroir, parce qu'on retrouve ce public-là qui venait avant, il a compris le changement et il nous suit, donc ça nous fait plaisir, quoi. Il y a de la musique? Oui, il y a de la musique. On travaille pour le coup avec l'agence Frappe qui nous fait des propositions de DJ. Cette année, on change de DJ. Ils nous ont proposé Matt Mendes, qui est un super DJ qui a des très bonnes références à Biquet Plage à Leucate, résident au Stade Toulousain. Voilà, un très très bon DJ. Et la chose importante, pour les gens qui nous écoutent, le coût, c'est quoi le coût? Les gens qui veulent venir, ils doivent payer combien? Les gens qui veulent venir viennent sans rien payer, c'est-à-dire que c'est une entrée libre, il n'y a pas de tarif d'entrée. Ils ne payent que ce qu'ils consomment après sur les différents stands. Mais l'entrée est libre. Donc ils peuvent venir et juste consommer de la boisson aussi? Exactement. D'accord. Ils ont même le droit de ne pas consommer, même si c'est rare. Ils vont avoir envie. Oui, ils vont avoir envie en regardant les autres. Exactement. Comme à l'Assemblée nationale. Merci pour cette belle réflexion, Georges. Tiens, là-dessus, on va faire comme à l'Assemblée nationale, on va trinquer. Allez. À la vôtre. À Gérard Larcher. Alors, qu'est-ce qu'on trouve au niveau du nez, Manon, vas-y. Un peu de citron, non? Oui, on est sur les agrumes, donc ce qui va nous apporter de la fraîcheur. Citron, moi j'ai plutôt le pamplemousse, parce qu'il y a un côté un petit peu plus amer au nez. Et après en bouche, on le retrouve aussi, ce qui va donner cette légère acidité, mais avec le fruit derrière. Donc on est sur un blanc sec et fruité, donc ce qui peut convenir au plus grand nombre et qui pourra, comme je l'ai dit tout à l'heure, aller sur l'apéritif et sur le repas des chefs ou les planches de charcuterie ou de fromage. D'accord. Le blanc sur la charcute, ça fait plus peur à personne maintenant. On a fait sauter tous les verrous, le blanc sur le fromage, sur le poisson, bientôt le rouge sur les huîtres. Il faut être ouvert d'esprit. Et pourquoi pas, une syrah sur des huîtres, ça peut être agréable aussi. Un rouge frais, ça peut passer. Ouais. Un pixel loup, bien frais. Il ne faut rien se refuser. La bière fonctionne bien aussi sur les huîtres. Tout à fait. Au niveau de la bière,
Le VNB en parlera beaucoup mieux que moi, mais c'est vrai qu'il y a de très belles choses. Hein. On va en parler dans quelques instants, juste après le jazz, mon cher Georges. Alors, Otis Redding. Alors aujourd'hui j'ai choisi, bon c'est pas tout à fait un musicien de jazz, c'est plus du rhythm and blues, mais c'est la musique black américaine et surtout bon quand même swingante et animée. Otis Redding a une courte carrière parce qu'il a commencé à 21 ans et il est mort à 26 ans, donc ça n'a pas duré très très longtemps. Il est mort dans un accident d'avion avec son avion personnel en rentrant chez lui avec l'orchestre Les Bar-Kays, qui était connu pour le titre Soulfinger, que tout le monde doit connaître. Et Otis Redding est venu d'une façon bizarre à la musique. Il était chauffeur de bus et il a amené des musiciens enregistrés dans un studio à... Bon, j'ai oublié la ville. Et le chanteur n'était pas présent. Il a dit, moi, je peux chanter. Donc, ils ont dit, ben, pourquoi pas. Et c'est à partir de là que sa carrière a commencé. Le titre que nous allons connaître, nous allons écouter, il a été édité à titre posthume, c'est Dog of the Bay. Et ce morceau, la deuxième partie de ce morceau, est sifflée. C'est-à-dire que l'auteur a fait un premier refrain, mais n'avait pas fait le second. Et du coup, Otis Redding a sifflé la deuxième partie, ce qui a fait le succès de ce titre et qui est devenu le titre le plus vendu, le plus connu d'Otis Redding. Sitting in the morning sun, I'll be sitting when the evening comes, watching the ships roll in, and then I watch them roll away again. Yeah, I'm sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm just sitting on the dock of the bay, wasting time. I left my home in Georgia, headed for the Frisco Bay, 'cause I've had nothing to live for, and look like nothing's gonna come my way. So I'm just gonna sit on the dock of the bay, watching the tide roll away. I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. Look like nothing's gonna change, everything still remains the same. I can't do what 10 people tell me to do, so I guess I'll remain the same. Listen, sitting here resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Listen, 2,000 miles I roam just to make this dock my home. Now I'm just gonna sit at the dock of the bay, watching the tide roll away. Ooh, I'm sitting on the dock of the bay, wasting time. The Dog of the Bay, un beau titre d'Otis Redding qui a été diffusé après son décès dans un accident d'avion. On écoutera un autre titre un petit peu plus tard dans cette émission. Qu'est-ce qu'on déguste spécial régalade?
Les régalades à Castelsarrasin, ce sera à la salle Jean Moulin à partir de 18h le vendredi 14 novembre. Donc en afterwork, s'il vous plaît. Vous rencontrerez là Manon Sanchou des Chansons 82 qui proposera donc quelques vins. On est en train d'en déguster du domaine de Terme, un blanc sec qui est plutôt cool. Il y aura également, on va faire sa connaissance tout à l'heure. Je vais y arriver, il faut que je le remette dans l'ordre, ce petit papier. Thomas Miclou de VNB, avec cette cuvée spéciale. Donc ça veut dire aussi qu'à VNB, vous fabriquez la bière Alors, chez VNB, on a notre propre brasserie qui est en Mayenne, qui fabrique. Et après, chaque magasin, on est un petit peu indépendant pour faire des collaborations avec d'autres brasseries. Là, c'est une collaboration avec une brasserie nouvelle qui est à côté de Colomiers. À Tournefeuille, si je dis pas de bêtises, la brasserie Isatis. Bon, c'est cool, donc ça veut dire aussi que c'est en local. Nous, on aime bien le consommer local, le circuit court. On fait connaissance là tout de suite avec Mathieu et Anthony de la boucherie Garrigue, qui proposeront donc des planchas ce vendredi. Exact, enfin, pas ce vendredi, mais vendredi 14 novembre. Voilà, charcuterie, une plancha à charcuterie, une fromage. Voilà. Ouais. Donc, rapprochez-vous un petit peu de votre micro, s'il vous plaît, Mathieu. Vous avez une histoire assez particulière avec votre collègue Anthony. Oui, exactement. Et une histoire au sein de la boucherie-charcuterie de Monsieur Garrigue, c'est comme ça hein, déjà, on est amis d'enfance. Ouais. On se connaît depuis tout petit. Et puis, on a commencé, on va dire, à 2 ans d'intervalle, notre apprentissage dans cette même boucherie qu'on a repris il y a 6 ans maintenant. Voilà. Donc, ça fait, moi, à peu près 24-25 ans que je suis au même endroit, on va dire. Et voilà. Donnez-nous l'adresse. C'est 12 avenue Léon Brun, à Castelsarrasin. Ok. Voilà. Qu'est-ce qui fait la particularité de votre boucherie-charcuterie ? On va dire que c'est une petite boucherie, on pourrait dire presque familiale. On essaye de tendre vers le fait maison. Justement, je vous ai amené de la charcuterie qu'on fabrique, justement, entièrement. Donc, ça passe par la copa, le boudin, le pâté de campagne. Vous avez de la rosette, saucisse sèche. On fait de la saucisse sèche de foie, du chorizo aussi, maison. Voilà, tout ça. Les poitrines roulées, poitrines à l'ancienne, quoi. Voilà. On essaye d'en faire un maximum. Il y a même du magret sec aussi, je crois. J'en ai amené un petit peu. Et vous êtes que 2 pour faire tout ça ? Non, on est 5 bouchers et on a 2 apprentis. Voilà. Actuellement, voilà. Et tout se fait dans les locaux ou vous avez plusieurs... Tout se fait dans les locaux. On a plusieurs espaces. La partie vente, évidemment. On a un labo pour la viande principalement, et ensuite derrière un 3e pour la cuisine aussi, les plats préparés. Et puis en haut, à l'étage, tout ce qui est séchage, stockage, voilà, etc. Ouais. C'est pas commun de faire son apprentissage chez un boucher, charcutier, d'y rester et de reprendre la suite. C'est presque une carrière dans la même boucherie. Oui, c'est ça. Ouais. Pour le moment, je sais pas quand ça va s'arrêter, mais pour le moment, c'est bien parti, on va dire. C'est quoi le secret finalement de ça, de cette réussite, quoi ? Je pense que c'est une bonne ambiance, puis quand on se sent bien à un endroit et quand... Puis c'est peut-être notre ancien patron qui nous a inculqué ça aussi, hein, je pense certainement. Hein. Donc ça y a fait un petit peu aussi cet esprit un peu bon vivant. Et de être fier, l'ancien patron. Oui, je pense, oui, bien sûr. Oui. Je pense que quand même, il en est content, quoi, bien sûr. C'était le but, quoi. C'était le but que ça continue comme ça. Quoi. Et du coup, j'imagine la clientèle, elle n'a rien vu. Il n'y a pas eu de changement particulier. Il n'y a pas eu de changement, quoi, à part faire quelques travaux à la reprise, etc. Et d'essayer d'améliorer les choses, justement, quoi, de continuer. Vous avez amélioré quoi, par exemple, par rapport à avant ? Plus de fait maison, on va dire, ça c'est certain. Comme, je sais pas, moi là, je vous ai parlé de tout ça. Il y avait beaucoup de choses qu'on ne fabriquait pas. Voilà, faire du jambon blanc, faire plus de plats traiteurs aussi, plats préparés. Bon, voilà ce que les gens demandent, en fait, au final, c'est ce qu'on se rend compte. Hein. Si on veut qu'ils viennent vers nos petits commerces en centre-ville, qu'ils ne restent pas dans les zones, c'est un peu comme ça qu'on arrive à les attirer. Quoi. Voilà, je pense. Les horaires d'ouverture, vous avez des horaires larges 8h, midi et demi, 15h, 19h. Voilà. Et le dimanche matin, c'est un peu plus réduit, 8h30, midi. Donc c'est suffisant, on va dire, le dimanche. Et une question qu'on peut se poser, enfin que je me pose d'ailleurs, vous qui vous faites des produits maison, mais la matière première, c'est l'animal,
Oui. Vous savez l'origine vous allez le choisir sur pied ou... On travaille principalement avec Sazy à Caumont. Ah oui. Voilà. Donc moi, c'est mes voisins même, on va dire, puisque je suis de là. C'est un éleveur? Ouais, éleveur, voilà. Donc, Sazy, le rugbyman. Et voilà, c'est un ami à moi. C'est le cousin d'Anthony, mon associé. Donc ça fait qu'on se connaît bien. Et puis voilà. Et puis le porc aussi. Bon, le porc, c'est du Lot-et-Garonne. Par contre, il y a peu d'élevage de porc aujourd'hui dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, c'est la ferme de Cam. Je ne sais pas si vous connaissez. Anciennement Font-Croze. Gérard. Voilà. Donc voilà, on essaye de continuer les circuits courts tant qu'on peut. Quoi. Voilà, c'est bien. C'est ça. Je pense, c'est le principal. C'est une vraie volonté, c'est je sais pas un choix. Oui, je pense que si un jour on n'arrive plus à avoir d'élevage dans le secteur, moi je me vois pas continuer ce métier, quoi. Si un jour on n'arrive plus à trouver du local, je pense que la difficulté pour les éleveurs aujourd'hui, c'est de trouver un abattoir, quoi, parce que c'est ça. L'abattoir à Castel a fermé. Donc il faut aller à Villefranche-de-Rouergue, je crois, ou à Rodez, je sais plus. Sazy vont à Auch. Ouais. Voilà, c'est pas les porcs chinois élevés dans les buildings. Ouais, voilà, non, voilà, pour le moment, on n'en est pas là encore. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Et oui, et d'ailleurs, et Montauban aussi a fermé, hein, donc petit à petit, ouais. Ouvrir un abattoir maintenant, peut-être le deuxième. Ouais, là pour le moment, c'est pas trop. Du coup, le 14 novembre, vous proposez, c'est la première année que c'est la première année, voilà. Que vous arrivez sur les régalades. On est novices là-dessus. Vous y étiez allé boire un coup peut-être l'année dernière ou l'année d'avant? Et non, j'ai pas eu l'occasion de venir. Je vais me faire gronder peut-être. Pourtant, c'est pas loin de la boucherie. Mais bon, on va tout découvrir en même temps. Au moins, voilà, ça sera l'occasion. Voilà. D'accord. Donc, est-ce qu'il y a eu un cahier des charges? Est-ce qu'on vous dit, tiens, ou c'est vous qui proposez finalement ce que vous voulez au régalade? Ils nous ont parlé justement de la charcuterie, du fromage. On a parlé avec Lucie et Valentine. Donc, on est parti sur une planche charcuterie, une fromage. Comme ça, les gens peuvent choisir. Et je pense que là, c'est des planches qui peuvent se partager à 4 personnes sans problème, quoi. Voilà, avec mettre un petit peu de pain avec aussi. Voilà, un petit peu de crouton. Donc je pense que ça va être sympa, quoi. Voilà. Oui, parce qu'on trouve du pain aussi dans votre boucherie charcuterie. Oui, depuis peu. Là, c'est vraiment depuis peu. Il s'est passé depuis qu'on n'en trouve plus trop. Voilà, depuis qu'on n'a plus de boulanger. C'est quoi comme pain ce sera le pain qu'on proposera. Oui, ce sera de la baguette classique. Voilà, juste passé au four. Voilà, un petit peu croustillante. Voilà. Ok, rendez-vous est pris vendredi 14 novembre. N'essayez pas de réserver une place assise, ce n'est plus possible. Les 400 premières places ont été vendues rapidement. Par contre, vous pouvez passer la porte sans problème. D'abord, il va y avoir un turnover. Les premiers arrivés qui se mettent à table dès 18h, il y en a, on en connaît. À 21h, ce serait bon, ils rentreront chez eux. Après avoir enregistré des chiffres et des lettres, et vous pourrez vous asseoir à leur place. C'est ça le principe. On est en train de parler des régalades dans Qu'est-ce qu'on déguste. Fin de la première partie. On se retrouve pour la suite dans quelques instants. Qu'est-ce qu'on déguste, la suite? Ah, bravo, on peut aussi l'applaudir à lui, parce qu'il n'y a pas de raison. C'est Thomas Miclou du VNB de Castel-Sarrazin qui vient de décapsuler une cuvée spéciale faite pour l'occasion, pour les régalades de Castel-Sarrazin, le 14 novembre prochain. On peut peut-être en parler de suite de cette cuvée spéciale, si tu veux bien. Alors bien dans le micro, mets-toi bien en face. Pour les régalades, en gros, on a brassé 2 bières avec la brasserie Zatis à Tournefeuille. On a brassé une IPA dans un style un petit peu américain. Par rapport à l'année dernière, on a fait une IPA sur les fruits exotiques. Là, on a voulu repartir un peu sur la base des IPA, avoir une IPA plutôt bien amère, sur une amertume franche, un petit peu le côté résineux du houblon. Donc voilà, et après on a fait une deuxième recette. Une bière blanche pour avoir quelque chose d'un peu plus accessible pour les gens, et on a fait une bière blanche sur des notes de citron romarin, où en gros sur le citron on a voulu jouer sur le côté acidulé du citron, donc on a une bière un petit peu acide, et le romarin qui vient vraiment parfumer mais de façon très légère, parce que le romarin c'est quand même un petit peu particulier
en dégustation sur une bière. Donc voilà. Moi, je suis curieux de savoir comment on se dit, tiens, parce que c'est les régalades, je vais plutôt partir sur telle ou telle saveur. Mais en gros, c'est aussi par rapport on va dire, de faire découvrir des choses un peu tout le temps différentes. L'année dernière, on était par exemple parti sur une ambrée, sur un peu comme on approche de Noël. On avait fait un petit peu les épices sur des notes un peu cannelle. On avait fait de la cannelle, pain d'épices. Voilà, et là, c'était l'idée de s'échanger, de montrer que dans le monde de la bière, il y a plein de choses. Donc voilà, puis c'est un côté un peu parti pris pour changer. Ça fait combien de temps que vous êtes au VNB de Castel-Sarrazin ? Le VNB de Castel, on l'a ouvert il y a 5 ans, en août 2020. Là, on a fait nos 5 ans donc, cette année, et puis ça se passe bien. Ouais. C'est un cap, 5 ans, ça veut dire que c'est consolidé. Souvent, on dit qu'il y a 3 ans, 5 ans. On verra quand ça sera encore plus long, mais l'idée, on va dire qu'on est sur une bonne voie. Après, il y a des années plus ou moins compliquées. Mais je pense que l'entreprise, enfin VNB, est bien implantée dans le 82. Aujourd'hui, on est connu et l'idée, c'est de continuer notre travail, quoi. J'ai vu marqué sur la bouteille, je ne sais pas si c'est obligatoire aujourd'hui sur toutes les bouteilles, une date à 08-26, c'est la date de consommation, limite ? Oui, alors c'est les DLUO. Du coup, sur la bière, en fait, il y a des DLUO. Ça a toujours été marqué ? Toujours marqué. C'est la première fois que je le vois. Et alors, souvent, donc, nous, elles ne sont pas pasteurisées. Donc, dans la bière, ça va avoir le même goût qu'une pression, en quelque sorte, parce qu'il y aura cette fraîcheur de la céréale, du houblon. Et alors qu'après, il y a beaucoup de bières qui sont pasteurisées. Et en gros, les DLUO classiques, on va dire, sur les blondes, on est aux alentours de 2 ans. 2-3 ans. Et nous, du coup, comme elle n'est pas pasteurisée, il y a un contrôle et c'est à peu près 1 an. Ok. Donc, voilà. Oui, puis là, l'idée, de toute manière, c'est qu'elles soient toutes vendues pour les régalades. L'idée, c'est une série limitée, les gars. C'est ça, on a des fûts pour les régalades. L'objectif, c'est qu'à la fin des régalades, on ait tout fini. Et puis, si c'est pas fini, on les mettra en pression au VNB. D'accord. Alors, vous dites, il y a des fûts, c'est-à-dire que là, on est sur des canettes, mais c'est la même bière, mais qui sera en fût. Ouais. En fait, on a fait une version qu'on a mis en bouteille, justement pour... Tu peux le passer, je vais la goûter en même temps que tu parles. Hop. Merci. On a fait des bouteilles pour pouvoir mettre à la vente. Et en fait, on s'était dit, pour les gens, quand ils vont repartir, peut-être pour avoir aussi un peu le souvenir de la soirée, avoir des bières à récupérer. Et ensuite, pour servir, c'est plus simple quand même de servir en pression. Donc en fait, on a enfuté la bière. Voilà. D'accord. On a enfuté en gros la cuve, on a fait quasiment une cuve de 1000 litres après avec les pertes, etc. Mais on a fait 30 fûts de bière blanche plus 150 bouteilles. Et ensuite, on a fait pareil, sur la blanche et l'ambrée, on a fait à peu près le même volume. Que j'ai divisé entre plusieurs magasins après pour faciliter. C'est long en bouche, hein, pour le coup, du coup, cette bière-là. Du coup, c'est l'IPA, ouais. Ouais. Mais après, on le sent déjà au nez, on est vraiment sur l'amertume. Et pareil, en bouche, on va être sur l'amertume. On va avoir un peu aussi le côté céréales torréfié qui va donner un peu cette couleur légèrement ambrée aussi qu'on a dessus. Je la trouve vraiment très bonne. Elle aurait été un poil un peu plus fraîche, ça aurait été pas mal. Voilà, bon, désolé. Il y a le trajet, le fait qu'on soit resté. Ouais, non, elle est très bonne aussi. Vous écoutez CFM, c'est Qu'est-ce qu'on déguste, spécial régalade de Castel-Sarrazin. Vendredi 14 novembre, à partir de 18h, à la salle Jean Moulin, en partenariat avec la Brigade du Goût. Je ne sais pas si Sylvain Ducos, donc du restaurant Callot le Case Mondenard fait partie de la Brigade du Goût depuis longtemps. Non, moi j'ai intégré la Brigade du Goût il y a 1 an et demi. Bon, je la connaissais déjà d'avant avec Gilles Casamuro de la Cave d'Hélice qui a participé à la Brigade du Goût pendant des années. Mais j'y suis rentré, voilà, je suis un des derniers arrivés avec Cédric aussi du restaurant Perpète, voilà, tout récemment. Donc le restaurant Callot à Case Mondenard. Ouais, le Callot, ouais. Le Callot. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en cuisine, on a un chapeau qui s'appelle le Callot souvent. Et en traiteur, j'avais déjà le chapeau que j'ai sur la tête, c'est-à-dire que j'ai toujours eu un chapeau. C'était une reconnaissance de certains de mes clients qui, quand ils me croisaient, m'appelaient le traiteur au chapeau. Donc il y a eu une réflexion autour de ce nom. Le Callot de cuisine Sahel-Othé, ça faisait pas très joli. Du coup, on a un peu rendu contemporain le nom, en fait. Il y a un verlan un peu local pour le travail qu'on essaye de faire aussi au quotidien.
D'accord. Et tout à l'heure, on parlait de kalos, et j'ai appris dernièrement qu'en grec, ça existait. Le kalos, ça existe en grec. Donc, bon, ça rajoute une anecdote de plus dans la terminologie. Et ça veut dire quoi, kalos en beau, grec? bon, dans le sens bonté, pas dans le sens esthétique. C'est pas mal. Donc, voilà. C'était, voilà. Ah, Alors d'aujourd'hui, ça colle assez, je pense, à un restaurant et au plaisir qu'on peut prendre au restaurant, quoi. Et alors, depuis quand vous avez ouvert le Calo à Là, ça fait 2 ans et demi. Ouais. Voilà. C'est toujours étonnant. Moi, je me dis, il y avait déjà un restaurant qui existait. Vous reprenez une affaire ou non, c'est un lieu qui, a 30 ans, marchait très bien. C'était les parents de Bernard Bache qui avaient monté ça avec l'hôtel. Donc, le Puy Saint-Jacques qui avait été étoilé. Et ses parents avaient fait tourner ça très bien. Ça faisait une quinzaine d'années où il y avait plusieurs personnes qui passaient avec différents projets. Voilà, moi, il y a 2 ans et demi, j'avais un côté traiteur qui avait. Je faisais beaucoup de traiteurs surtout à domicile. Il me fallait un peu de retombées parce que j'avais pris des événements un peu plus gros. Et en fait, voilà, c'est des rencontres qui font que je suis arrivé là et pourquoi pas. D'accord. Et du coup, à Casemont-Denard, le resto, ça se remplit aussi bien que quand on est, je sais pas, à Toulouse ou dans une c'est grande comme ville. ailleurs, les gens quand ils veulent sortir, ils sont obligés de faire de la route à l'heure d'aujourd'hui. Donc moi, autour de Cazes, sur 30 km, il n'y a pas vraiment de grosse ville. Il faut faire Montauban, Cahors. Donc quoi qu'il arrive, c'est 30 minutes. Donc les gens font facilement de 45, 1 heure de route s'ils veulent aller se faire un restaurant un peu sympa ou qui essaient de travailler, en tout cas du local. Donc les gens font quoi qu'il arrive 45 minutes, 1 heure de route. C'est facile chez nous de se garer, il n'y a pas d'embouteillage. On n'est pas très embêtés, voilà, à part les chevreuils et les sangliers, mais voilà, du coup on ne va pas être embêtés par le trajet, donc les gens le font sans problème. Et vos spécialités, il y a quelque chose qui ressort de votre Moi je travaille un peu à l'ancienne, donc je travaille aussi beaucoup les abats. Le riz de veau, la joue de bœuf, la tête de veau. Je suis formé en pâtisserie, donc on fait toute la pâtisserie maison. Je fais des charcuteries aussi, parce que j'ai aussi une armoire de séchage. Donc le magret, le filet de bœuf, fait mignon. Là j'ai des jambons qui ont commencé. Avec, voilà, je prends aussi du porc local, de l'agneau local, à pièce entière. Ça c'est une des particularités. C'est-à-dire que je rentre des agneaux entiers, donc pendant 15 jours on a de l'agneau à manger, parce que voilà, mais il y a les différentes pièces. Les canards entiers aussi, qui sont travaillés de A à Z. Donc ça fait du boulot, mais bon, c'est le plaisir de faire tous ces produits, quoi. Vous avez une grosse équipe avec vous? En cuisine, on est 2. Ah oui, mais après, équipe. on se limite à 40 couverts, donc voilà, l'idée c'est de limiter. Je pourrais avoir un plus grand espace dedans, je préfère 80 couverts assis si je voulais serrer. C'est pas le but c'est de pouvoir continuer à travailler mes producteurs locaux aussi sur des pièces entières. Devoir diversifier, c'est pas ce qui m'intéresse. Et après en salle, j'ai 3 personnes, donc ils sont toujours 2 en service. Et le prix moyen chez vous, c'est quoi? Un ticket moyen, oui. On est à 40 €. D'accord. Donc on est des gens qui vraiment font une sortie restaurant pour se faire plaisir midi ou soir. Et une carte des vins, pardon? Oui, une carte des vins avec une partie locale, une partie un peu plus hétéroclite. Voilà, petit à petit, on étoffe au fur et à mesure des rencontres et des dégustations. Une carte des vins qui ne s'arrête pas. Moi, j'ai pas de carte ni de vin, enfin j'ai une carte de vin mais qu'on imprime nous, donc on change comme on veut. J'ai pas une carte fixe, c'est une ardoise, donc ce qui permet de travailler ou de saison ou de producteur. Voilà. Il y a, fin de semaine, il n'y a plus, on change. Une garniture, c'est jamais des appellations fixes parce que les produits bougent, les quantités bougent, donc voilà. Produit de saison, quoi. On s'adapte. Donc les clients s'adaptent aussi. Bien. Et qu'est-ce que tu nous as apporté du coup? Là, pour continuer dans l'idée du saison et du local, on a une petite tartelette avec un sablé. Dedans, au milieu, il y a un fromage frais de chèvre de la ferme de la Cosse, donc à côté de chez moi, à Casemont-Denard. Et magret séché, saumon fumé maison. Et à côté, un petit condiment betterave. Parce que souvent, on oublie que dans les produits de saison, il y a la betterave, le pané, les choses comme ça où on a peur, mais travailler différemment, les gens apprécient. Et après, un dessert autour de la pomme. Donc, il y a une pomme confite qui est cachée avec une petite mousse cacao pour trancher, des pommes vertes. Voilà, pareil, local. Les pommes sont de Casemont-Denard. Donc, la productrice vient boire le café le matin, elle me livre en même temps. Donc, voilà, ça, c'est agréable. Et ta formation, tu as travaillé toujours dans la restauration? J'ai fait des études avant autres et je suis arrivé dans la restauration tardivement à 23 ans. Autre, c'est quoi? Mathématiques. D'accord. Il me sert à l'heure d'aujourd'hui et je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, gérer une entreprise, c'est... ça permet de bien faire les notes. C'est ça. Est-ce que tu peux nous faire goûter du coup? Parce que je vois qu'il y a des choses qui sont là-bas, vas-y, on voit. Les jurys. On a les cartons pour noter après ou quoi? Ah ouais, c'est ça. Ouais. C'est ça. Ça sent super bon. En tout cas, c'est beau. C'est très beau. Déjà, c'est beau. C'est très très beau. Ce qu'il y a dans l'assiette. Non, ouais, peut-être que pendant ce temps, mon cher Hervé, tu pourrais nous parler. T'es sûr? Bah ouais, ça va. Alors, sans la démonstration, on a dit.
On pourra le faire quand même aussi après, pour essayer. Donc moi je voulais essayer de trouver quelque chose par rapport à la régalade. Donc la régalade qui correspond au départ au fait d'avoir un plaisir gastronomique, mais on peut boire à la régalade. Alors boire à la régalade, j'ai trouvé un poète français du fin 19e qui a écrit une petite anecdote sur boire à la régalade. Donc c'est Auguste Marin. Donc je les ai vus assis en rond sous les grands chênes autour d'un feu de branches faire leur repas du matin. Tout en causant de leurs travaux, ils mangeaient de savoureuses châtaignes, des pommes de terre tirées de la cendre et buvaient à la régalade le vin nouveau du terroir. En le faisant tomber du goulot, la tête renversée, la bouteille levée, comme un ray de soleil qui gougloute dans le gosier. Alors, comme c'est écrit ici, boire à la régalade, c'est tout simplement boire la tête en arrière, en tenant le goulot du récipient, légèrement éloigné, sans toucher les lèvres. Ce qui permet de faire un jet de la boisson donc, qui est dans le récipient. Et ça tombe donc directement dans le gosier. En fait, c'est comme si on buvait un peu à la paille. Donc ça permet de limiter un peu la boisson. Et l'avantage surtout de ce principe-là, c'est qu'on peut boire sans verre. C'est-à-dire qu'on peut être tout à fait dans un lieu convivial, partagé et pouvoir boire avec un récipient. Alors là, j'ai amené un récipient qui s'appelle un porron. C'est plutôt une spécialité catalane. Donc qui permet, lors d'une soirée, bien sûr de ne pas avoir de verre, donc ça limite déjà la vaisselle. Et surtout, donc en général, c'est plutôt pour boire du vin. Donc en fait, ça permet de lever, il faut lever le coude, mais là, le lever assez haut, pencher la tête en arrière et faire tomber le liquide, donc le vin, directement dans le gosier. Alors je vous avoue que la première fois que je l'ai testé, il vaut mieux avoir un t-shirt qui soit un peu ancien ou une chemise pas très blanche, mais c'est plutôt très très sympa parce qu'on partage et on peut passer du temps avec une bouteille et en fait on boit moins rapidement quoi. Donc je vous ai ramené ici donc le porron en question et ce que je vous propose c'est le long de l'émission, on met un peu de vin dedans et puis chacun le teste comme il veut. Alors j'ai même amené un tablier, comme ça si au cas où vous avez peur de vous salir, on pourra l'essayer avec un tablier. Pour l'anecdote, les bergers catalans le font avec des gourdes de pot avec lesquelles ils boivent. Oui, mais à l'origine c'était les gourdes de pot. Mais le porron en fait c'est arrivé après, puisqu'avec le verre, l'avantage c'est que pour la conservation, pour boire, dans le récipient en pot, là c'est plus joli pour mettre sur la table aussi également que d'avoir. Le récipient en pot permet aux bergers de pouvoir accompagner leur repas d'un petit peu de vin et de se désaltérer dans les montagnes. Et alors, pour la petite histoire, il y avait des concours dans les bistrots catalans de ce porron, là où à la fin des repas, puisque l'idée c'est de tendre le bras le plus loin possible pour faire tomber le jet directement dans la bouche, et les anciens arrivaient à faire tomber, mettons, le jet sur le front, et avec les rides, le vin coulait le long des rides pour arriver, sans en mettre une goutte à côté, jusque dans la bouche. C'est ça. Et oui. Je l'ai vu ça moi quand j'étais enfant. Oh, on en voit des choses. Mais on va mettre du vin tout à l'heure pour le tester. Tout à l'heure alors. C'est qu'est-ce qu'on déguste, monsieur, dame? Si vous prenez le train en marche, vous dites qu'est-ce qui est en train de se passer. Hervé vient de nous parler de boire à la régalade. Je suis pas sûr que du côté de Castelsarrasin et du service culturel, vous aviez cette référence quand vous avez trouvé le nom des régalades de Castelsarrasin. Vous mettez des porrons sur la table. Boire comme ça. Le ménage va pas être simple après dans la salle Jean Moulin, mais on pourrait essayer. Non, on n'avait pas la référence. Cette idée de non les régalades, elle nous est venue de longues discussions avec un partenaire de cet événement depuis le début, qui est l'agence Frappe, avec qui on a travaillé le concept. On a beaucoup échangé sur le concept, et puis sur le nom, et puis sur la charte graphique. Voilà, donc c'est un partenaire important de cet événement pour nous, et au même titre que la Brigade du Goût, puisque c'est parti vraiment de ces rencontres-là qu'on a créé tout ça, puisque... Des jeunes dynamiques qui n'en veulent. La Brigade du Goût, vous êtes combien maintenant, Anthony?
Pas Sylvain. du tout. Sylvain. Maintenant on est 8, voilà, on est 8. Après on a pas mal de partenaires de métiers de bouche. La difficulté alors d'aujourd'hui c'est de trouver des gens voilà, qui font du fait maison en travail local, qui ont encore du temps à donner du temps. Je pense que c'est la difficulté alors d'aujourd'hui de toute association, c'est de pouvoir regrouper autour de temps aussi, au-delà des valeurs, et je pense que c'est la plus grosse difficulté. Mais des fois, bon voilà, un petit nombre, on arrive quand même encore à faire des choses et à répondre à des projets qui sont plutôt sympas pour nous. En tout cas, tant qu'on est porté par ça, il n'y a pas de raison. J'allais vous demander qu'est-ce qui pousse, on sait ce que c'est la difficulté d'entreprendre, d'avoir un resto, de faire traiteur en même temps, donc il faut avoir des journées un peu de 45 heures. Qu'est-ce qui vous pousse à vous rajouter la brigade du goût par exemple ? Les rencontres. Moi, l'échange avec d'autres professionnels. Le problème, c'est que nous, on est tous dans notre coin. Hein. Comme vous dites, les semaines sont longues et les journées chargées. Le problème, c'est qu'on n'arrive plus après à réfléchir, même pour des échanges de soirées, de concepts, de recettes, de partenaires, de fournisseurs. Moi, alors aujourd'hui, j'ai pas le temps d'aller voir des agriculteurs pour dire voilà, je travaille des bêtes entières. Donc, au fur et à mesure de soirées, des fois, on fait des rencontres qui nous permettent de faire d'autres rencontres. Et c'est un cercle vertueux, en tout cas pour nous au quotidien. C'est vraiment l'échange avec l'extérieur. Sinon, on est enfermé dans 4 mètres carrés et puis on y reste, quoi. D'accord. Alors le 14, vous présentez. Alors on a notre goûteuse professionnelle Sophie. C'est délicieux, j'ai plus de mots. C'est super bon. C'est sur l'entrée. C'est un régal l'entrée. Hein. Qu'est-ce que c'est que tu es en train de goûter Là c'est le saumon avec le magret, la sauce betterave et dans un petit croquant tout. Oui, c'est un sablé avec du fromage style parmesan. Et donc, comment ça se passe ? Vous présentez un menu complet pour les régalades ? Voilà, il y a une proposition. On est 6 chefs à venir sur place avec 2 entrées, 2 plats et 2 desserts différents qu'on choisit au moment où on vient choisir. Tout est basé bien sûr sur des produits locaux. Donc, on va travailler autour de la noisette. Il va y avoir de la volaille locale, des champignons de Dieu-Pantal. Voilà, il y a tous les produits qu'on peut essayer de trouver au quotidien avec nos producteurs. Donc là, les dernières recettes sont en train de s'affiner encore, le temps de finir de voir pour pouvoir coordonner tout. Et ouais, parce qu'il y a une cuisine là-bas. Il faut que tout soit prêt quand vous arrivez. Voilà, il faut que tout soit prêt. C'est-à-dire que là, on est en mode traiteur. La veille, avant veille, on fait des préparations et sur place, on va assembler, dresser. En fait, comme les personnes vont venir choisir et venir chercher au moment, on dressera les assiettes au fur et à mesure au moment, afin que les personnes aient les assiettes le plus frais possible ou le plus chaud possible pour les plats chauds. Et donc chacun viendra à son rythme prendre l'entrée, le plat ou le dessert en fonction de ce qu'il a choisi. Allez, je goûte. J'y vais, je goûte. T'as pas quelque chose à dire ? C'est 10 sur 10. On va dire pour Top Chef. Non, franchement, c'est super bien équilibré. En tout cas, l'entrée, c'est très très bon, vraiment. En fait, moi, je dis souvent, je pense que comme dans tous les métiers de bouche, si on prend de saison, il y a le métier, il y a l'agrément d'assaisonnement, bien sûr, mais déjà, tous les produits de saison sont censés se marier entre eux. Sinon, ils n'aiment pas être ensemble. Donc après, c'est à nous de ramener ce qui permet cet équilibre, en tout cas, un peu de sortir de l'ordinaire. Attends, je rince mon verre là. Ah, attends, parce que les auditeurs ils comprennent pas, mais je vais leur mettre un peu la musique de la dégustation. La musique de la dégustation, c'est celle-ci. Voilà. C'est pour pas vous laisser tout seul de l'autre côté du poste. C'est impossible à manger. J'ai le pour rond ici si tu veux, Rémi. Ici, c'est possible. On ne vous dira pas dans quelles conditions est réalisée cette émission. J'essaye. Mais c'est particulier, comme voilà. On est sur quoi, Manon, là ? Dis-moi. Alors là, on est sur le deuxième vin qui sera présenté, donc toujours le domaine de Terne avec Lucas Froment. Et là, on est donc sur son rouge, sa cuvée donc de Terne, et on est sur Cabernet Franc, Merlot et Abourioux. Abourioux, c'est un cépage ancien du Sud-Ouest. Ouais. Et là, on est donc on est sur un vin rouge, sur le fruit, la fraîcheur, très sympa. Au nez, on va avoir la framboise, la groseille. Côté un peu acidulé, il a une belle longueur en bouche. Et pareil, il peut s'associer autant à l'apéro ou avec planche de charcuterie ou l'entrée là avec le chèvre, ça peut être très sympa. Ouais. Qu'est-ce qui te pousse, Manon, à travailler avec des vignobles comme le Brullois, comme des vins comme ça, qui ne sont pas des vins faciles à mettre en avant? Moi, j'ai fait mes armes en tant que sommelière dans un 3 étoiles Michelin. Et donc, j'ai eu la chance d'avoir 800 références à connaître, surtout des grands noms, des grands crus classés. Et mon intérêt, c'est de représenter des vignerons indépendants
et locaux, parce que les autres ont déjà leur publicité en quelque sorte. Et je trouve ça intéressant de mettre par exemple le Brûlois en avant, parce qu'il faut savoir qu'une appellation s'éteint très rapidement. S'il n'y a plus de producteurs, l'appellation est effacée et ne peut pas revenir. Donc le Brûlois, là, en quelques mots, la cave coopérative est en très mauvaise posture. Donc si elle ferme, il y aura toujours les quelques vignerons indépendants. Mais si les vignerons indépendants ne vendent plus, parce que déjà la consommation de vin en France a baissé, de par la prise de volant après, dans les restaurants on le voit, même chez soi on boit un peu moins de vin. Donc c'est important de les mettre en avant et de les faire perdurer, parce que c'est des produits de qualité et il faut savoir qu'un vigneron n'est jamais riche. Comme dans tout, les fûts de chêne ont pris une flambée au niveau des prix, les bouteilles, tout, mais on ne peut pas répercuter sur le vin. Vous ne pouvez pas passer d'une bouteille à 6 € comme celui-ci à 8 € l'année d'après ou 2 ans après, parce qu'il y a eu des augmentations. Donc le vigneron va baisser sa marge, mais par contre voilà, c'est à nous à faire l'effort consommateur de continuer à consommer local et si possible pas en supermarché. Voilà. Donc le 14 novembre, comment ça se passe? T'as un petit stand un grand stand. Un grand stand, c'est super depuis 3 ans. Et du coup, là, donc moi, j'ai mes habitués à 18h qui viennent pour l'apéro, avant que la cuisine soit prête, parce qu'on a toujours les premiers. Et du coup, ils peuvent choisir vin blanc sec, vin blanc doux, rosé, rouge, donc tout de chez Lucas. Et la bulle, donc pour cette année. Donc ils peuvent le prendre en apéritif et après au cours du repas, la plupart du temps, les gens se lèvent et prennent une bouteille à table, voilà, pour accompagner leur repas. Bon, il va y avoir du monde, donc est-ce que tu arrives à donner 2-3 conseils ou à expliquer quelque chose sur la dégustation à ce moment-là, ou bien il faut envoyer plutôt? Non, moi je suis dans l'explicatif parce qu'au-delà de vendre, je suis sommelière, donc l'intérêt c'est quand même de conseiller. Et j'ai l'avantage d'avoir mon mari avec moi, une amie, donc ça permet de faire plus la vente et moi le côté conseil qui est important. Sinon, si c'est juste pour vendre, je ne vois pas l'intérêt d'être présente. D'accord. Tout à l'heure, tu as donné le nom de ta société. Oui. Mais c'est quoi l'origine? C'est les Chansons, 82 pour le département. Et les Chansons, en fait, c'était le goûteur de vin au Moyen-Âge. Donc, pour pas que les nobles soient empoisonnés, il y avait un goûteur de vin. Et donc, d'où les Chansons. En fait, c'est l'ancien sommelier. Mais je trouvais ça intéressant de changer un peu. Et j'aime beaucoup l'histoire et l'histoire du vin. Donc, voilà, il y a 5 ans, quand j'ai créé la société, c'est venu avec mon mari l'idée de les Chansons, et comme le nom était déjà pris, les Chansons 82, pour faire rappel aussi à d'où je viens. Au début, je pensais que tu avais lié la chanson au vin, en fait. Oh non, il vaut mieux pas d'ailleurs. Les Chansons 82, elle fait du karaoké en même temps. Non. Et maintenant le Brûlois. Là. Dites donc, on arrive tout doucettement comme ça à la fin de la deuxième demi-heure de ce Qu'est-ce qu'on déguste ? Et c'est peut-être l'heure de redonner un peu le prix. Combien ça va coûter d'aller à la soirée des régalades? Rien, moi j'ai compris. Ça va rien coûter, Valentin Jacquet. Ça ne coûte rien de venir, effectivement. Mais après non, après, en fait, il y a les planches apéritives de la boucherie Garrigue qui sont à 15 €, que ce soit charcuterie ou fromage. Pour ce qui est de la partie restauration, par la Brigade du Goût, ils proposent une formule 28 € entrée plat dessert. Et le café est offert même, et le pain. Mais après, il est tout à fait possible de prendre juste un plat, juste une entrée, juste un dessert. Donc c'est 8, 15 et 7. Voilà. 8 l'entrée, 15 le plat et 7 le Venir dessert. juste pour le dessert. C'est ça. En fait, il y aura plusieurs desserts. Il y aura plusieurs restaurateurs, si j'ai bien compris. Alors en fait, chacun va proposer un produit, ou alors il y a entrée, plat, dessert, c'est le même. Non, on refait ça juste en l'ouverture de la dernière demi-heure. Pas de souci. Hein ? À tout de suite, qu'est-ce qu'on déguste ? On revient dans un instant. Qu'est-ce qu'on déguste ? La suite.
Et voilà, c'est ça. On est très vite plus à son affaire dans cette émission. Merci, Georges, d'assurer le jingle de ce Qu'est-ce qu'on déguste spécial régalade de Castel-Sarrazin. Donc 14 novembre à 18h, salle Jean Moulin. L'entrée est libre, il y a plus de 800 places pour pouvoir faire un after-work sympa. Donc vous irez rencontrer là les chefs présents de la Brigade du Goût. Il y en a certains, ils y seront pas tous parce qu'ils sont nombreux maintenant à la Brigade du Goût, mais voilà, il y a quelques chefs qui seront là, dont Sylvain Ducos du restaurant Le Calot à Casemont-Denard. On va continuer d'en parler. Il y aura Manon et Chanson pour les vins. Un petit zoom sur le Brûlois, du coup, sur ce soir-là. Il y aura VNB de Castel-Sarrazin également avec 2 cuvées spéciales. On en a parlé précédemment dans cette émission. Si vous l'avez raté, vous faites le podcast sur cfmradio.fr. Et puis, il y aura Anthony et Mathieu, de la boucherie Garrigue de Castel-Sarrazin avec des planchas de fromage et de charcuterie maison. Parce que ces gens-là font leur propre charcuterie depuis qu'ils sont à l'école. Bah oui, parce qu'ils étaient apprentis dans cette même boucherie Garrigue déjà. Donc c'est dire s'ils connaissent leur affaire. On est encore en studio avec Valentin Jacquet du service culturel de la ville de Castel-Sarrazin. Ça va, Valentin ? Très bien. Et Hervé avait posé une question tout à l'heure sur... Je demandais en fait, il y a plusieurs personnes dans la Brigade du Goût, plusieurs restaurateurs. Et au niveau des repas, comment ça se passe ? Chacun fait une entrée, l'autre le plat, l'autre le dessert, ou chacun fait son plat et son dessert et son entrée, comment ça se passe ? Alors, la Brigade du Goût, pardon, on a 6 restaurateurs qui viennent, 2 restaurateurs qui font une entrée, 2 restaurateurs qui font un plat, 2 restaurateurs qui font un dessert. Donc à chaque fois, on a le choix entre 2 entrées, 2 plats, 2 desserts. D'accord. Voilà. Et chacun a choisi ou c'est tiré au sort pour savoir qui va faire le plat et qui va faire l'entrée ? Non, chacun choisit. On peut dénoncer le nom des restaurateurs ? On peut le faire. Donc on a Sylvain Ducos du Calot à Casemont-Denard qui sera présent, bien sûr, qui est là avec nous. Lui, il va faire quoi du coup ? Moi, je vais faire un plat. Un plat. On a bien sûr le local de l'étape, Dominique Vigneault, de l'Auberge du Moulin, qui est toujours avec nous, bien sûr. Qui va faire un plat aussi. Un plat aussi, ouais. Alors, j'ai pas tout le détail, moi, je laisse. On a pleine confiance à la Brigade du Goût là-dessus, ouais. Ensuite, on a David Soulier du restaurant Les 5 Bouchons de Montauban. Et David, il va être sur un dessert. Raphaël Campas du restaurant Nous à Montauban. Pareil sur le dessert. Alors, on a Cédric, je vais peut-être écorcher le nom. Dirks, c'est ça ? Oui, Dirks. Dirks, pardon. Cédric Dirks du restaurant... Donc une entrée. Perpète, c'est ça. Pour une entrée. Et on a Antoine Labroche du restaurant Antoine l'Omnivore. Ouais, Omnivore. Voilà. Pour l'autre entrée, voilà. Je sais qu'à la Brigade du Goût, vous vouliez faire rentrer d'autres corps de métier, notamment des bouchers, charcutiers. C'est ça, en fait, la brigade, les restaurateurs du Tarn-et-Garonne sont devenus la Brigade du Goût pour essayer d'ouvrir un peu plus l'association aux métiers de bouche de manière générale. Donc, c'est au fur et à mesure de la rencontre qu'on propose aux gens de rentrer ou pas, sachant qu'après, nous, il y a un engagement sur des prestations comme ça, essayer de venir travailler avec nous. Voilà, encore une fois, du coup, ça amène aussi quelques obligations de temps et de présence, en tout cas, sur des manifestations. On en a fait d'autres qui ressemblent un peu aussi aux régalades, à Montbartier, etc. Donc pour répondre aussi au questionnement de comment on choisit, en fait on tourne un peu entre nous en fonction des prestations, parce qu'on en a plusieurs dans l'année. Donc on essaie de se répartir, que chacun n'ait pas toujours que des entrées, que des plats, que des desserts. L'idée c'est qu'on se représente tous un peu sur ce qu'on sait faire. Celui qui n'est pas adepte du dessert va pas en faire parce que c'est pas le but de se mettre à mal, mais au contraire de pouvoir amener dans lequel on est le mieux et le plus à l'aise. Et par contre la Brigade du Goût, bon, elle a été créée, je suppose, pour créer une cohésion déjà entre vous. Mais ensuite, est-ce que ça amène quelque chose à votre activité en propre, à chacun ou... Oui, ça amène des échanges. Là, vous voyez, pour la fin d'année, je vais travailler avec David Soulier. Il avait besoin de faire des pâtés en croûte. Donc, on va prendre une journée tous les deux. S'il y a d'autres restaurateurs à qui on a proposé, ils vont venir. Puis, on va faire une journée ensemble pour essayer d'avancer même sur des techniques des fois que nous, on ne maîtrise pas. Et le fait de se souder, on va créer une recette peut-être ensemble. On fait aussi des soirées à 4 mains. Moi, j'ai eu la chance de faire avec David 2 repas à 4 mains. Repas que moi, j'ai ouvert, par exemple, avec Thierry Sanka, de l'ancien chef
chef du restaurant Qu'est-ce L'Essence. qu'il devient d'ailleurs ce Thierry Bianca? Il est en projet qui voilà. tourne, Il là. a des projets, voilà. Il Ouais. fait du chef à domicile, il fait des prestations privées. Et c'est aussi ça l'intérêt des assos comme ça, c'est d'avoir des rencontres. Thierry était dans l'asso avant, moi ça m'a permis de le rencontrer parce que j'y suis rentré même s'il n'y était plus. C'est d'avoir des échanges avec des professionnels des fois qui ont des parcours plus aboutis que nous sur Du certaines réseau, choses. quoi, en fait. Mais Du là, c'est réseau pas- et de l'échange. De c'est l'échange pas très virtuel, sympa. en fait. Là, c'est du concret. C'est que du réseau concret, Ouais. c'est du réseau sur lequel moi, un jeune restaurateur, parce que jeune entrepreneur, j'échange aussi avec des plus anciens qui ont un autre regard des fois sur des idées que nous on veut avoir en disant hop, on connaît, n'y va pas, ça sert à rien, va plutôt comme ça, voilà. Ça permet aussi, comme tout réseau d'entrepreneurs en tout cas, de faire aussi moins de bêtises et de s'aiguiller sur des qualités de produits, sur des techniques, etc. Mathieu Lauturé, vous réseautez un peu entre boucher et charcutier ou pas? Un petit peu, oui, de temps en temps, mais c'est rare aussi. Je me rends compte que pour nous aussi, on ne se rencontre pas spécialement. Voilà. On a un syndicat, donc il y a quelques réunions de temps en temps. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. Ouais. Après, bon, on se connaît quand même entre collègues et ça arrive qu'on discute, qu'on échange un peu. Mais c'est Vous vrai que tirez pas dessus, au moins. intéressant. Vous entendez au moins? Non, moi, honnêtement, moi, je ne vois pas les collègues comme de la concurrence ou autre. On essaye quand même d'être intelligent, quoi. Voilà. Georges Beaufils, merci de ce jingle improvisé. Allez, coupe-moi ce téléphone. Il est coupé dans Qu'est-ce qu'on déguste? C'est normal. J'avais demandé à Georges de préparer la prochaine coupure musicale, mais pas sur ton téléphone, Georges. On se refait un morceau d'Otis Redding, du coup Oui, tout à fait. Je t'avais demandé de chercher le thème Respect. Tu n'as pas pu le trouver parce qu'il n'était pas très bien. Mais ce morceau Respect, c'était une composition d'Otis Redding qui a été repris par Aretha Franklin et on en a vendu quand même 1 million d'exemplaires. Mais Redding ne faisait pas que du rhythm and blues, il transformait les morceaux. Un des thèmes rock les plus connus, c'est Satisfaction des Stones. Et on peut le jouer en rock, mais on pouvait le jouer en rhythm and blues, et c'est la version que nous allons écouter, c'est celle d'Otis Redding, Satisfaction. Et le riff de guitare a été remplacé par les sax et les cuivres. I can't get me no
Voilà, Otis Redding, monsieur, dame. Je suis pas très le morceau des Stones, Satisfaction, revisité par Otis Redding, version Rhythm and Blues. Et pendant ce temps, peut-être vous l'aurez vu si vous avez suivi cette émission sur YouTube, vous aurez pu voir les spectaculaires régalades d'Hervé, de Georges et même de Sylvain. C'est Sylvain qui a le mieux réussi, je trouve, cette régalade, c'est-à-dire boire sans toucher le goulot au poron. Il a le poron d'or en fait, Sylvain. Mais c'est intéressant. Hein? Voilà une idée de concours à faire aux régalades le vendredi. Oui, c'est vrai. Une soirée de régalade. Ça, bon, après, il faut passer la serpillière, parce que ça va se passer à Castelsarrasin. C'est le rendez-vous des gourmands. Et évidemment, il va y avoir du monde attendu. Ouverture des portes, 18h, c'est ça, Sylvain Valentin, pardon. 18h, ouais, 18h. Et après, on a toute la soirée jusqu'à environ 1h du matin. Voilà, on aura juste un petit mot peut-être aussi sur le DJ Matt Mendes qui sera là cette année, voilà, qui nous a été proposé par l'agence Frappe et qui est un DJ quand même très reconnu avec des très bonnes références. On est très heureux de l'accueillir cette année et voilà, et c'est une soirée où le DJ en général adapte un peu son set aux différents publics présents parce qu'il en faut pour tout le monde dans cette soirée. Il y aura du musette pour un DJ accordéon et tout. On lui demandera, mais je suis pas certain quand même. Je suis pas certain. Bon, le gouvernement se démène pour faire un budget en ce moment, et même un budget de la sécurité sociale. Et toi, tu as une solution, Sophie? Non, je n'ai pas une solution. C'est des pistes qui sont proposées dans certaines régions, et c'est sur un point sur lequel je voulais parler avec vous. On parle de régalade, de produits locaux, de consommer en tout cas local et directement chez le producteur. Alors j'ai voulu faire une petite chronique sur ce qu'on appelle la sécurité sociale alimentaire. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu le concept. Je vois un oui à côté de moi. Alors pour recontextualité, on se projette en 2020. Covid, à cette époque, tout le monde voulait acheter local, tout semblait magnifique. Il y avait près d'une ferme sur 4 qui vendait en circuit court. C'est un chiffre qui est toujours en hausse. La moitié est notamment labellisée en agriculture biologique. Mais attention, il ne faut pas confondre deux mots. C'est circuit court et le local. C'est deux choses différentes. Circuit court, c'est il y a un intermédiaire, mais l'intermédiaire, il peut venir de l'autre bout de la France. Le local assure par contre vraiment cette notion de proximité, et donc on comprend quelle est l'origine du produit. Pourtant, ce sont ces deux critères qui comptent pour nous, les consommateurs. Donc l'idéal, on va dire, c'est d'avoir un circuit court de proximité. C'est vraiment le mode de consommation, on va dire, le plus vertueux. Alors je suis allée chercher une étude chez l'Institut Camtar, un baromètre de 2024, qui disait que 67% des Français achètent au moins une fois par mois un produit en circuit court. À chaque fois, il y a quand même plusieurs freins. Déjà, il faut que les produits soient accessibles sur la région. C'est sûr que des fraises au nord de la France, c'est peut-être un peu moins courant. Il y a la notion du prix, toujours, et la transparence sur les marges. Savoir qui gagne quoi au final, c'est souvent un mystère. Alors les contestations agricoles de ces dernières années ont permis en tout cas de renforcer la volonté chez les Français de consommer local, de consommer du Made in France. Alors bon, il y a toujours Donald Trump dans le champ de vision qui vient renforcer tout ça. Il y a aussi les dernières récentes actualités avec Chine qui, on l'espère, vont plutôt pousser les consommateurs à acheter local. Mais comment faire? Comment encourager une alimentation qui soit plus saine, plus locale et plus équitable? Alors il y a une piste qui a été mise en place qui s'appelle la carte vitale de l'alimentation. Donc l'objectif, c'est comme une carte vitale, une carte sociale de la sécurité sociale, mais cette fois-ci, au lieu de rembourser les médicaments, on viendrait subventionner une alimentation locale et saine. Donc le principe, c'est 150 € par mois et par personne qui permettrait à chaque consommateur d'acheter des produits sains, durables et locaux qui seraient préalablement identifiés. Donc là, on peut débattre d'ailleurs sur qu'est-ce qu'un produit local, sain et durable, mais mis à part ce débat-là, l'objectif, ce serait de plutôt mieux manger pour éviter d'avoir à trop se soigner, parce qu'on sait bien qu'une mauvaise alimentation, c'est l'obésité, le diabète, le cancer, des maladies cardiovasculaires. Donc l'initiative, elle a déjà été portée dans le Vaucluse avec une proposition de loi qui a été mise en place en février dernier pour lancer cette expérimentation de manière plus générale. Alors bon, politiquement, on sait que c'est toujours compliqué. Donc avant que ça devienne une réalité,
le but, c'est que chaque consommateur puisse jouer le jeu et faire en sorte qu'on puisse acheter et consommer de manière consciente. En tout cas, il y a un réel acte à faire pour les consommateurs, au-delà d'aller manger chez des restaurateurs qui ont cette démarche-là. C'est aussi d'essayer, nous, à notre niveau, je cherche mon mot. Oui. De s'investir, de s'impliquer, de s'impliquer, de s'investir, en attendant peut-être une démarche plus générale pour cette carte vitale de l'alimentation. Est-ce que vous prendriez la carte vitale de l'alimentation à la boucherie Garrigue à Castel-Sarrazin? Pourquoi pas, oui. C'est un bon concept, j'en avais pas entendu parler en tout cas. Ça permettrait d'aller plutôt acheter du jambon fabriqué en circuit court et localement que d'aller le prendre chez Leclerc. Alors il y a tout un débat dans cette démarche, ça veut dire c'est qu'est-ce qu'on qualifie d'un produit sain et local? Est-ce que les produits de cette boucherie, on va considérer qu'ils rentrent en fait dans la liste de tous les produits? Donc il y a un grand débat parce que ça va. Comment on fait pour les faire rentrer? Voilà. Est-ce que du coup, c'est des produits qui sont que bio ou pas forcément, qui sont raisonnés en HVE? Enfin, il y a tout un débat sur la valorisation. Déjà quand même dans le Vaucluse, tu disais. Oui, dans le Vaucluse, ils ont lancé. Ils ont mis en place. Après, pour que ça soit généralisé à toute la France, ça demande encore du travail. Mais c'est une démarche qui peut être plus vertueuse pour éviter de payer des médicaments et de quoi se soigner. Plutôt, en fait, on inverse notre réflexion et on va plutôt favoriser une meilleure alimentation que plutôt ensuite. Un truc un peu moins sucré. Je n'ai pas compris. Qui c'est qui finance cette carte? J'ai pas compris. Alors du coup, l'objectif, ce serait que ça soit l'État qui le fait. En fait, le problème aujourd'hui, c'est que notre budget de la santé est énorme et on sait très bien qu'il y a un trou dans la sécurité sociale. En fait, on dépense moins, voilà, effectivement. Au lieu de faire, prévenir, vaut mieux prévenir que guérir. Au Callot, vous prenez pas la carte vitale encore? Malheureusement, il y en a beaucoup qui nous le demandent. Alors dans mon métier précédent à la ferme, j'avais pas mal de clients qui me venaient et des fois ils me sortaient la carte bleue, mais il y en a certains qui m'ont tendu déjà la carte vitale. On me dit vous la prenez pas celle-ci? Alors à l'époque, je savais pas que ce dispositif existait, donc j'en rigolais. Mais avec le recul, finalement, il y avait déjà des visionnaires. Non, mais c'est vrai qu'après, ça veut dire que quand même être en circuit court, savoir ce qu'on mange, d'où vient la bête qui est sur les étalages ou qui est dans l'assiette, c'est aussi un gage de santé. Un gage de santé, oui. Un gage de qualité. Quand même, ça fonctionne bien ici dans le Tarn-et-Garonne parce que tous les marchés, que ce soit le samedi, le lundi ou le dimanche, tous les marchés sont bondés. Les gens achètent vraiment local. Alors après, dans le Tarn-et-Garonne, on a aussi cet avantage d'avoir un département qui est quand même très diversifié. Donc on arrive à avoir, alors vous le disiez, l'élevage c'est compliqué, mais on arrive à avoir cette diversité où quand même... certaines choses, après, ce qui est un gage de santé aussi, c'est de cuisiner, je pense aussi. Oui. Donc c'est ce qui est très important, je pense aussi. Et puis le budget, parce qu'on a l'impression des fois de certaines choses, on va au supermarché, des personnes pensent faire des affaires, et en fait souvent d'acheter du produit local et de cuisiner un peu, ça revient beaucoup moins cher. En fait. Est-ce que vous mettez dans votre jambon, qu'est-ce que c'est le truc qui met les joues rouges là, c'est quoi? Non. Donc le jambon il n'est pas rose normalement. Voilà, c'est ça. Il est plutôt gris un peu. Souvent sur la saucisse par exemple, des fois elle peut être grisonnante par exemple. Et c'est vrai que c'est un gage presque de qualité parce qu'au final, il vaut mieux qu'elle soit un peu grise que trop rosée. Voilà, c'est sûr. C'est la même chose sur les pommes. Il vaut mieux qu'elles soient un peu piquées, un peu abîmées que toute lisse. Du coup, est-ce que ces produits-là, par exemple ces saucisses qui sont moins rosées, il y a moins de produits dedans, de conservation? Du coup, il faut les manger plus vite aussi, moins les conserver au frigo peut-être? C'est plus compliqué. S'il y a des conservateurs, oui. Ceux qui mettent des conservateurs peuvent la garder plus longtemps, je suppose. Après, oui, ça s'altère plus rapidement. Voilà, mais le sel est quand même un gage de conservation. Donc, quoi qu'il en soit, on peut quand même la garder 4-5 jours comme ça. Puis après, il y a le sous-vide aussi. C'est un moyen de conservation au frigo. Donc, on peut aller encore un peu plus loin. Voilà, tout simplement. Pas de sel nitrité dans vos jambons. Donc. C'est ça. Ça, c'est bien, ça. Voilà, on essaye en tout cas. Mais après, il faut changer aussi la mentalité des gens, quoi. C'est ça qui est plus compliqué. Oui, il y a le visuel beaucoup. Parce que le visuel, beaucoup de gens achètent parce qu'ils voient un jambon bien rosé, bien beau. Ils se disent c'est top. Et en fait, souvent, il y a beaucoup de produits qui fait arriver le produit à ce stade-là, en fait. Des produits chimiques ou des... C'est un peu les supermarchés qui ont lancé ça à une époque. Qu'est-ce qu'il y a dans le bouillon de votre jambon? En fait, c'est une saumure à la base. Là, c'est une saumure, donc il faut
on les saumure avec une aiguille, en fait, c'est ça. Et il faut faire une saumure avec du laurier, du sel, évidemment, c'est ce qui est logique, quoi. Voilà, et puis d'autres épices, voilà. Et pour le jambon blanc? Oui, mais c'est ça, c'est pour le jambon jambon blanc. Après, tout ce qui est salaison, comme les copas, c'est super simple, c'est du gros sel pendant, selon le morceau, 3, 4 jours, 5 jours, ça dépend. Voilà. Et un peu de poivre. Un ami faisait le jambon blanc en le faisant cuire dans un bouillon avec de la paille. Vous connaissez cette recette? Je ne connais pas du tout. C'est ce qu'on appelait les jambons cuits au torchon un peu. C'était vraiment les jambons cuits et non pas les jambons blancs. Le jambon blanc, c'est saumuré. Le jambon cuit, ça va être dans un bouillon. On n'est pas sur le même produit tout à fait. Souvent, on peut le confondre. J'apprends quelque chose. Un jambon cuit n'est pas un jambon blanc. Il est cuit. Donc souvent, dans un bouillon, c'est du jambon cuit sur lequel le sel nitrité, on arrive à garder du coup cette couleur faussement rose pour faire croire à des choses. Mais un jambon blanc est un jambon saumuré, point. Après, on arrive sur du bouillon quand on a un jambon cuit, les jambons de Paris cuits, etc. Mais c'est un jambon cuit. Ce n'est pas un jambon blanc. Je croyais que le jambon blanc, c'était un jambon cuit. Et on apprend tous les jours. En termes de contrôle, au niveau hygiène, quand vous avez des contrôles, est-ce qu'ils n'imposent pas des fois de mettre tel ou tel produit chimique Est-ce que le fait justement de respecter, de ne pas mettre certains produits pour la conservation, il n'y a pas de problème après? Non, mais c'est une question. Non, du tout. Bon, ils sont regardants sur la traçabilité, sur toutes ces choses-là, l'hygiène, comme vous dites. Mais après, pour le moment, on n'est pas imposé là-dessus. De mettre certains produits pour la conservation. Il n'y a pas d'obligation. Non, il n'y en a pas. Enfin, moi, du moins. Non, mais c'est bien. Alors, écoutez, monsieur Mathieu Lauturé, il n'y a pas assez de 432 dans votre jambon. Non, mais je sais pas, il pourrait y avoir certains produits qui soient imposés par rapport pour retarder une date de péremption derrière. Oui. Bon, c'est surtout si on veut aller chercher plus loin sur les dates, justement. Oui, voilà. Là, il faut peut-être mettre quelque chose, mais là-dessus, non. Allez, il nous reste encore quelques minutes pour faire un peu le teasing de ces régalades. Je vais vous demander à chacun et chacune de me dire ce que vous allez faire, la petite phrase, on va dire le petit pitch d'ascenseur, de ce que vous allez faire vendredi 14 novembre à la salle Jean Moulin. Je la sens dans les starting blocks, alors évidemment c'est Manon qui démarre. Donc ça sera avec grand plaisir de vous retrouver donc le 14 novembre, vendredi prochain en régalade. Donc pour ma part, j'essaierai de vous régaler donc avec le vin à l'apéritif ou lors de votre repas. Et avec la nouveauté, les bulles pour le petit digestif ou la fin de soirée festive avec le DJ. Voilà, Manon Sanchou de les Chansons. Il faut que j'arrive à dire les Chansons. Les bulles, elles viennent de quel domaine? Gaillac, le domaine Barreau, sur les 100% Mozac. Allez, Thomas Miclou. Nous, on sera là sur la partie bar pour servir les bières, du sans-alcool aussi, les bières de recettes qu'on a fabriquées exclusivement pour les régalades. Et ensuite, on aura quand même une petite bière blonde qu'on mettra traditionnelle parce qu'on a forcément des gens qui veulent les choses classiques. Donc voilà. Et peut-être qu'on mettra une petite surprise, on y réfléchit. Comme on a un événement au VNB sur la partie magasin, peut-être on fera une dégustation en plus à voir. C'est quoi l'événement ? C'est la foire aux spiritueux qui est pendant 15 jours dans les magasins. D'accord. Et qui va démarrer quand ? Qui a démarré hier et qui finit le 18 novembre. Ok, qu'on se le dise, le pitch d'ascenseur continue avec Sylvain Ducos du restaurant Callot à Casemont-Denard. Oui, nous on sera 6 brigadiers pour essayer de mettre en valeur les produits locaux, un peu technique, un peu de goût et on va essayer de vous régaler dans ces régalades. Avec la brigade du goût. Avec la brigade du goût, tout à fait. Okay. Et tu vas pouvoir boire à la régalade aussi. Aussi. Mathieu Lauture de la boucherie Garrigue. Oui, nous on sera présents surtout sur la partie entrée apéro, je pense, avec les planches. Voilà, on sera 5 pour essayer d'assurer la soirée et voilà. Et Valentin Jacquet, enfin, de service culturel de la mairie de Castel. Eh bien, nous, on sera là pour accueillir tout ce monde, mais aussi tous les gens qui viendront pousser la porte de la salle Jean Moulin le vendredi 14 novembre. En tout, il y a une équipe de combien de personnes pour accueillir le public, là ? Nous sommes 8 personnes du service culturel de la mairie de Castel-Sarrazin à accueillir tout le monde. Pas plus.
Non, pas plus. On y arrive. Bon, ben voilà, rendez-vous est pris, salle Jean Moulin à Castelsarrasin. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? La messe? La messe est dite. Merci d'être venu en parler ici. C'était un Qu'est-ce qu'on déguste spécial, la 3e édition des Régalades, salle Jean Moulin à Castelsarrasin, le rendez-vous des gourmands. Vous ferez nos amitiés aux copains de la Frapperie, aux copains des Brigades du Goût, et puis à toutes celles et ceux qui se pointeront là-bas vendredi 14 novembre. Merci bien, salut. À très bientôt. Merci.